Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine avec un nouvel épisode au Monténégro. Encore une fois, un peu en format documentaire parce que ce format a eu l'air de vous plaire et il nous a également beaucoup plu à réaliser. Même si on n'en fait pas à chaque fois parce que ça demande beaucoup de travail, on est contente de pouvoir de le faire quand même de temps en temps. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage à tous! Il y a environ un an, nous explorions le Monténégro, ce minuscule pays d'Europe du Sud bordé par la mer Adriatique et surnommé la perle des Balkans. Mais malgré un vlog, l'épisode 18 de Let's Go, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne, il reste une grande partie de notre exploration du pays que nous n'avons jamais montré en vidéo. Et oui, il est donc maintenant temps de faire un bond dans le passé et de se replonger dans l'un des plus beaux pays qu'on ait vu lors de notre tour d'Europe. Bienvenue au Monténégro. Avec une superficie d'à peine 13 812 km² et ses 622 000 habitants, le Monténégro est le 10e plus petit pays d'Europe. Discret, il reste encore une destination assez confidentielle, bien connue des Russes ou des Serbes, mais beaucoup moins des Occidentaux. Enclavé entre la Croatie, la Bosnie, la Serbie, le Kosovo et l'Albanie, soit certains voisins bien plus imposants que lui, le Monténégro peut avoir du mal à se faire entendre. Il n'en reste pas moins une petite pépite, je dirais même un paradis caché, et cela dans tous les sens du terme. C'est un pays aux 1000 contrastes avec une nature dense, très vert, un relief principalement montagneux et une côte avec des eaux cristallines s'étendant sur presque 300 km. À notre arrivée au Monténégro, le contraste avec la Croatie nous frappe. Au départ, notre première impression fut celle d'un pays bien plus pauvre et bien moins développé. Une première impression qui a par la suite évolué au fil de notre voyage, en se rendant compte que certains endroits sont bien plus délaissés que d'autres et que le contraste se trouve en fait au sein même du pays selon où l'on se trouve. Le Monténégro a connu une histoire tumultueuse et complexe au fil des siècles avec des influences de diverses civilisations, notamment les Romains, Byzantins, Slaves ou Ottomans. Il sera quand même un royaume indépendant en 1910 avant d'être réuni en 1918 avec d'autres pays pour former le royaume des Serbes, Croates et Slovènes sous le règne de la monarchie serbe et qui deviendra par la suite une partie de la future Yougoslavie. Après cela, le pays sera occupé par l'Italie durant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la dissolution de la Yougoslavie, le Monténégro deviendra avec la Serbie la communauté des États de Serbie et Monténégro, une union politique créée en 2003 qui n'avait pas pour but de durer trop longtemps dans le temps. Car oui, il est en effet impossible de parler du Monténégro sans évoquer la Serbie. Ce sont deux États très proches ayant une histoire commune remontant à l'Antiquité. Ils se sont retrouvés plusieurs fois au cours de l'histoire à former un seul et même État et ont toujours entretenu des liens politiques, économiques et culturels forts. La majorité du pays parle le monténégrin, aussi appelé par certains le serbo-croate, et la langue s'écrit dans les deux alphabets, le cyrillique étant majoritairement utilisé au nord et l'alphabet latin au sud. Selon les monténégrins interrogés sur leur ethnicité, environ 30% se considéreraient comme serbes. Il existe également d'autres groupes ethniques moins importants comme les Albanais et les Bosniaques, parmi d'autres. Mais en 2006, le Monténégro a des envies de nationalisme. Son indépendance est donc déclarée suite à un référendum mettant fin à cette alliance. Depuis, les relations entre le Monténégro et la Serbie ne sont pas toujours au beau fixe, notamment sur la question religieuse. Les deux États sont tous deux majoritairement orthodoxes, mais c'est l'Église orthodoxe serbe qui a le monopole sur la pratique religieuse ici. Pendant plusieurs siècles, l'Église monténégrine a cherché à obtenir son indépendance vis-à-vis de l'Église serbe, mais cette dernière s'y est longtemps opposée, jusqu'à finalement la reconnaître partiellement en 2006. Cette question reste un sujet très sensible pour la population car la majorité des biens religieux du Monténégro appartiendraient encore à l'Église serbe, chose pour laquelle de nombreux Monténégrins se battent afin de récupérer leur patrimoine. Dans les années 2000, le Monténégro connaît une vraie crise sociale, politique et économique où les privatisations massives des institutions du pays, et donc de ce fait l'enrichissement du gouvernement et des oligarques, va profondément appauvrir la population et creuser les inégalités sociales. La corruption fait rage et le pays devient une plaque tournante dans le trafic de drogue. Le taux de chômage grimpera même jusqu'à 36,6% dans le nord du pays. En 2018, c'est quand même un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Une situation compliquée de laquelle le pays essaie progressivement de se remettre. Il y a également un autre pays qui exerce une certaine influence sur le Monténégro et ce pays, c'est la Russie. Ils sont des alliés historiques depuis des décennies et la Russie est souvent apparue comme son protecteur dans la quête d'indépendance du Monténégro.
Pendant les années 90, la Russie est devenue l'un de ses principaux partenaires commerciaux et a depuis lors investi énormément d'argent dans différents secteurs économiques du Monténégro, notamment dans l'immobilier et le tourisme. Difficile donc, après tout ce soutien, de lui tourner le dos. Mais cela n'a pas empêché le Monténégro de devenir candidat à l'Union européenne en 2008 et de rejoindre l'OTAN en 2017. Des décisions évidemment très mal perçues par la Russie et des relations qui se sont encore plus dégradées en 2022, lorsque la Russie a ajouté le Monténégro à sa liste de pays ennemis, après son alignement sur les sanctions de l'UE contre Moscou. En 2023, la position politique du pays semble désormais plus claire que jamais avec l'élection du président Jakov Milatović du parti pro-occidental Europe Maintenant. De par la séparation du Monténégro avec la Serbie, certains analystes estiment que la Russie a perdu de l'influence sur la région des Balkans. Représentant un Eldorado pour de nombreux Russes et un accès à la mer stratégique important pour la Russie, la perte du Monténégro comme allié représente un certain enjeu pour elle. S'il y a bien une capitale européenne dont on entend peu parler, c'est bien celle du Monténégro. La discrète ville de Podgorica a pourtant de nombreuses choses à offrir et mérite largement d'être mise en lumière. Elle a connu des heures sombres à cause des guerres et tremblements de terre et notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale où elle fut totalement rasée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle devient la capitale du pays sous le nom de Titograd en référence au chef d'État yougoslave. Sa reconstruction sera longue et fastidieuse et c'est en 1992 que Titograd deviendra Podgorica. C'est aujourd'hui l'une des capitales les plus vertes et écologiques d'Europe où les espaces verts sur fond de monts enneigés gagnent du terrain sur les blocs de béton de style brutaliste. Le tourisme durable est d'ailleurs devenu l'un des objectifs principaux du pays. C'est un nouveau souffle que la ville a connu ces dernières années, comme en témoigne notamment sa superbe cathédrale orthodoxe, dont la construction a commencé à la fin du XXe siècle, la cathédrale de la résurrection du Christ, devenue symbole de la renaissance de la ville, mais aussi l'un des lieux de culte les plus importants du pays. Un autre des emblèmes de la ville n'est autre que le pont Millennium, construit en 2005 et qui a même été inauguré le jour de la fête nationale, le 13 juillet. Cette ville a été une très belle découverte pour nous de par son calme et sa nature abondante. Le pays est l'un des poumons du continent européen grâce à ses nombreuses richesses naturelles. Malgré sa petite taille, il abrite tout de même pas moins de 5 parcs nationaux, plus d'une vingtaine de lacs, dont le plus grand lac des Balkans qu'il partage avec l'Albanie, le lac de Skadar, mais aussi l'un des plus grands canyons d'Europe, le Tara River Canyon atteignant jusqu'à 1300 mètres de profondeur, et enfin l'une des plus anciennes forêts primaires d'Europe, la forêt de Biogradska Gora. La majeure partie du territoire est recouvert par la chaîne de montagnes des Alpes dinariques, dont le mont le plus haut est le Zlakolata, qui se situe aussi en partie en Albanie et culmine à 2534 mètres. A savoir que le mont Bobotovkuk est le plus connu et souvent mentionné comme étant le plus haut sommet du Monténégro, car il est entièrement sur le territoire alors qu'il n'atteint que 2523 mètres d'altitude. Le massif du Tourmitor, qui fait partie des Alpes dinariques, est une de ses régions les plus spectaculaires avec plus de 48 sommets dépassant les 2000 mètres d'altitude. Concernant le lac de Skadar, il s'étend sur une superficie d'environ 370 km² et est d'une importance écologique majeure, abritant une biodiversité remarquable avec plus de 280 espèces d'oiseaux, 50 espèces de poissons et une grande variété de plantes aquatiques. Il est d'ailleurs inscrit sur la liste des sites Ramsar en raison de son importance en tant que zone humide d'importance internationale. Un autre canyon important est le Moratsa River Canyon. C'est l'un des plus impressionnants du pays. Au fond de ses gorges, la rivière Moratsa traverse le pays sur près de 113 km avant de se jeter dans le lac de Skadar justement. C'est l'une des dernières rivières européennes à n'avoir aucun barrage sur sa course, de sa source au lac. Le canyon offre des paysages à couper le souffle avec ses falaises escarpées mais aussi des vestiges de fortifications médiévales ou monastères orthodoxes perchés sur les parois.
Nous continuons notre route et finissons par arriver dans la petite ville de Cetinje, un peu par hasard sans savoir de quelle ville il s'agit réellement. Il s'agit en fait de l'ancienne capitale du Monténégro, mais surtout la ville où se trouvent de nombreux bâtiments administratifs, dont des ambassades par exemple, mais aussi plusieurs palais, dont la résidence présidentielle du chef d'État, le Palais Bleu. Sur place, nous tombons même sur une fête dans la vieille ville et décidons d'y passer la nuit. Même si le Monténégro reste encore relativement préservé du tourisme de masse, les bateaux de croisière affluent ces dernières années dans la baie de Kotor, considérée comme l'une des plus belles baies au monde. Cette baie située le long de la mer est en fait l'un des uniques fjords dans la Méditerranée ou presque. Aussi appelée les Bouches de Kotor, Bouches de Cataro ou encore baie de Boka, c'est en fait pas vraiment un fjord dans le sens exact du terme comme on en trouve en Europe du Nord par exemple, mais un canyon fluvial s'étant affaissé qui s'est retrouvé submergé par la mer Adriatique. Elle est constituée de 6 baies et 2 détroits surplombés d'imposantes montagnes et où se trouvent de nombreux petits villages à visiter sur chacune des rives. La baie s'étend sur environ 30 km et est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le tremblement de terre qui a eu lieu en 1979. Ce panorama époustouflant réunissant mer et montagne est un des atouts touristiques majeurs du pays. Cet endroit représente à lui seul une grande partie de l'afflux des touristes. C'est notamment l'endroit le plus développé dans ce secteur en termes d'infrastructures. Mais d'autres endroits comme le parc national du Durmitor ou encore la station balnéaire de Budva sont aussi devenus des destinations prisées des voyageurs au Monténégro. Le pays enregistre des hausses de tourisme assez importantes ces dernières années et son développement touristique est un réel enjeu économique. Le pays mise beaucoup dessus et autrefois majoritairement russes ou serbes, son ouverture a largement favorisé l'arrivée de touristes de l'Europe entière, voire même de touristes américains ou asiatiques. Cependant, de nombreux locaux déplorent ce développement touristique trop important et trop rapide qui n'apporte pas que des avantages. La pollution, les nuisances, les embouteillages ou encore le bétonnage en sont malheureusement des conséquences directes. Certains endroits comme Perast ou Kotor restent préservés car protégés par l'UNESCO, mais d'autres endroits non protégés comme la côte allant de Budva à la frontière albanaise ont drastiquement changé de visage au cours des dernières années. Un grand nombre de plages ont été privatisées et les infrastructures touristiques ont poussé à vitesse grand V. Heureusement, la vieille ville de Budva par exemple a su garder du charme et de l'authenticité qui restent très agréables à visiter. One banana, one orange, mix. Yes, and one apple. Okay. Notre balade dans le labyrinthe des ruelles de la ville de Kotor fut une très bonne expérience. Les bâtiments de pierre blanche ont vraiment du cachet et il y règne une douceur de vivre incroyable. On y trouve de nombreux petits restaurants, cafés, boutiques d'artisanat et autres galeries d'art, mais aussi des églises anciennes ou palais vénitiens. De l'autre côté de la baie se trouve la ville de Tivat, qui est un port de plaisance de renommée mondiale, avec notamment sa partie nommée Porto Montenegro, où se trouvent de nombreux yachts venus du monde entier, mais surtout de milliardaires russes.
C'est une ville avec une grande communauté russophone. De nombreux expatriés sont venus y vivre de manière permanente ou y possèdent une résidence secondaire. Les Russes ont également largement bénéficié des passeports dorés, un programme octroyant la citoyenneté aux étrangers, investissant jusqu'à 450 000 € dans le pays. En 2021, plus de 60% de ces passeports ont été délivrés à des Russes. Bien que Tivat soit désormais associée au luxe et à l'opulence, elle était autrefois une simple ville de pêcheurs et on trouve encore de nombreux quartiers historiques très agréables, le tout dans un cadre naturel magnifique entre mer et montagne. Devant le musée national du patrimoine maritime, il est possible d'observer un véritable sous-marin yougoslave, un P821 Hero, long de 50 mètres. Ce genre de sous-marin était utilisé des années 60 jusqu'à la fin des années 90 et se trouvait à environ 20 mètres de profondeur sous la mer. Il est même possible de le visiter. À l'époque de la Yougoslavie, Tivat était utilisé comme base pour de nombreux navires, sous-marins et autres équipements, d'où sa présence ici. Allez, hop, on n'en parle plus. Monsieur. Donc là, on serait dans une ancienne base. C'est quoi? Base sous-marine, bunker sous-marin militaire. Voilà, un ancien bunker sous-marin de l'ex-Yougoslavie, visiblement. Allez, il n'y a plus que 600 mètres à faire comme ça. Ça se voit que là, t'es rassuré comme tout. C'est plutôt stylé comme endroit. Il y a une entrée juste là-bas, ici. Donc on va faire le tour et puis on va y aller. Attention parce qu'ici tu as des trous, donc je te conseille de marcher de ce côté-là. C'est une belle porte. C'était une sacrée porte. Petit bidon d'essence. Ouais. C'est caché. C'était pour cacher l'entrée. Tu crois qu'on continue? Vas-y. Vas-y, si c'est miné comme ça, tu vas en première. Oui, bah oui, bien sûr. Je te laisse y aller. Crash test girl. C'est quoi cette coquille de tortue? Ah mais c'est une tortue. What? Mais il y a une tortue dedans. Regarde. C'est mignon. Du coup là on vient de sortir dehors. On continue à avancer dans notre forêt. Le chemin il est pas très dégagé. Hein. Et voilà le deuxième. Bon, c'est quasiment similaire, mais dans celui-ci il y aurait un bateau abandonné. On va voir ça tout de suite. Ah, lui il paraît un peu plus travaillé, t'as vu? Plus fini. Et du coup c'est ce bateau qui est abandonné. Ça fait pas trop bateau militaire. Hein. C'est ça le bateau abandonné? Bah je pense. Regarde, il paraît très poussiéreux. L'architecture c'est la même, hein. Un petit tunnel. C'est doublon de l'autre côté. C'est exactement la même chose que l'autre côté, ouais. Il est mignon. Bon bah voilà, je pense qu'on a vu ce qu'il y avait à voir dans la zone. Bah ouais, il a pas de soucis. C'était sympa à voir quand même. Ouais. Allez, demi-tour. Pour combien tu fais la traversée par là? Pour combien? Un peu plus loin sur la côte se trouve une autre sorte de paradis caché, la presqu'île de Sveti Stefan. C'est un endroit assez connu, souvent utilisé pour représenter le Monténégro grâce à son allure de carte postale. Ce minuscule bout de terre était autrefois un petit village de pêcheurs devenu dans les années 60, sous le règne de Tito, un complexe hôtelier où de nombreuses personnalités ont déjà séjourné. Outre un patrimoine culturel riche, une histoire intéressante et une nature luxuriante, le Monténégro se démarque aussi par sa gastronomie exceptionnelle. Avec des influences slaves et méditerranéennes, la cuisine monténégrine est variée, mais principalement composée de plats de montagne à base de viande, souvent en sauce, mais aussi de délicieuses soupes, poissons et fruits de mer. Parmi les plats de viande les plus populaires, on retrouve beaucoup de gibier, des roulés de jambon de fumée traditionnels, des brochettes de viande grillée, les cevapis ou encore de l'agneau cuit au four. Du côté de la mer, la soupe de poisson, le ragoût de poisson et le calamars grillés sont des incontournables. Les produits laitiers occupent aussi une place importante dans la cuisine monténégrine, avec de nombreuses productions de fromage de vache et de brebis. On ne peut bien évidemment pas tout citer, ce serait bien trop long.
Pour accompagner le tout, les vins du pays possèdent une renommée mondiale. La nourriture y est copieuse et savoureuse et fait partie intégrante de l'identité du pays. C'est un des pays où on a le mieux mangé, on a vraiment eu un coup de cœur pour sa gastronomie. Il y a la mer juste ici. On aimerait bien essayer de se trouver un petit coin face à la mer, ce serait cool. C'est beau là hein. Ouais. Bah là, il y a aussi un espace à moitié. Hein. Bon bah on a fini par avoir ce qu'on voulait. Un spot tranquille. Là il y a quasiment personne, il y a juste un restaurant de bord de mer ici. Et pas grand monde hein. Et juste derrière, il y a bien sûr, hop là, la mer. Donc je pense que ça va être tranquille. T'es bien là? Ouais. T'aimes bien? Au pied des dunes de sable. Oh oui. Ça y est, tu t'es fait des nouveaux amis encore? Oh, il est trop beau. J'avoue qu'il a une très belle couleur. Oh là là. Oh bah oui, ça se couche hein. Cette vidéo touche à sa fin, un immense merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. On espère vraiment qu'elle vous a plu, tout simplement, et surtout vous aura donné envie de partir explorer le pays des montagnes noires. Les Balkans, ça aura vraiment été une partie importante de notre voyage. On aura passé en tout plus d'1 an à les explorer. Et encore, on n'a même pas fait tous les pays, mais vraiment c'est la plus belle découverte de notre vie, cette région. L'histoire des Balkans, leur culture, leurs paysages, etc. c'est vraiment passionnant, c'est fort, il y a quelque chose qui est unique là-bas, et voilà, se replonger là dans le montage de la vidéo du Monténégro, ça donne juste envie d'y retourner en fait. Ce pays est juste extraordinaire. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas les Balkans, foncez, vraiment c'est incroyable et il y a tellement de pays différents à découvrir. Ce sera forcément un beau voyage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.